Merci beaucoup aux gens du réseau de m'avoir invité, Mme Payan, Mme Fréchette, vous tous, vous toutes. On pourrait utiliser le féminin générique, puisqu'il y a une majorité de femmes ici. Bonjour à toutes. Alors, écoutez, les rapports qui dominent le monde aujourd'hui et dont on parle le plus, en fait, sont des rapports en général marchands. On découle d'une économie, c'est comptable, on offre de l'argent en retour d'un service. Ou encore des rapports légaux, juridiques, qui sont inscrits dans des lois, dans des chartes, dans des codes. Tout est écrit, tout est codifié. Mais on sait, depuis les études de Marcel Mauss, mais aussi de Jacques Thégaudebout au Québec, qui est un grand spécialiste du don, de la question du don, on sait à quel point les rapports, justement, non marchands ont une valeur inestimable, ce don et ce contre-don. Des rapports gratuits, des rapports désintéressés, même s'ils sont très gratifiants au plan personnel et humain. Alors, Michel Venn vient de vous parler de certains types d'engagements qui visent souvent un changement de société, des engagements communautaires, où, comme on le dit, c'est la mode, le mot citoyen devient un adjectif, des engagements citoyens. Alors, comité de quartier, comité d'école, loisirs, sport, etc. Engagement aussi politique, évidemment, dans des partis, mais aussi dans des mouvements sociaux. Mais le bénévolat, en général, je pense que Michel sera d'accord avec moi, lorsqu'on entend le mot bénévolat, ça renvoie à d'autres types d'engagements. Et davantage à cette espèce de don, à ce temps qu'on donne, sans nécessairement viser des objectifs de grande transformation sociale. Sylvie Fréchette nous donnait un bel exemple. On est touché, on veut aider une personne ou des personnes de notre coin, de notre quartier, et on leur fait du bien, ça nous fait du bien, etc. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que prendre sa carte d'un mouvement social, de Greenpeace. C'est pas du même ordre. Et cette action bénévole, sans cette action bénévole, sans ce don, sans cette gratuité, ben, le Québec, on pourrait dire, le Québec n'aurait jamais existé. Sans contredire, au Québec, on hérite d'une grande tradition de solidarité qui s'est manifestée de plusieurs façons à travers le temps. Et comme je suis historien, c'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de quatre grands moments de la manifestation de cette solidarité qui n'est pas seulement liée strictement au bénévolat, mais vous allez voir où je vais en venir. Donc, je vais m'intéresser surtout aux laïcs, et non pas aux clercs, aux religieux, dont c'était la vocation de servir, ce qui ne minimise évidemment en rien ce qu'ils ont fait. Donc, quatre grands moments. Le moment d'abord de la Nouvelle-France, le coopératisme, la charité chrétienne et l'État-providence. Donc, une évolution très rapide, très rapide. D'abord, quand je dis qu'on a une grande tradition de solidarité au Québec, il faut se rappeler. Et ça, on vous l'a appris dans vos cours d'histoire, mais je vais un peu aller sur quelque chose de plus pointu. Il faut se rappeler que le régime de propriété qui va prévaloir, le régime de propriété qui va prévaloir jusqu'au milieu du 19e siècle au Québec, ce sera le régime seigneurial. Le régime seigneurial, c'est un rapport non marchand entre un seigneur et des censitaires. Il y avait des devoirs et des responsabilités réciproques. Alors, le seigneur avait à l'égard de ses censitaires des responsabilités, mais le censitaire avait aussi à l'égard du seigneur et de la seigneurie des responsabilités. Et l'une de ces responsabilités, moi, qui m'a toujours fasciné, c'était ce qu'on appelait la corvée. La corvée, c'était cette idée qu'au moins une fois durant l'année, vous donniez de votre temps à la seigneurie, vous donniez de votre temps à la communauté. Alors, c'était un devoir. On peut imaginer que certains s'en acquittaient de reculons, sans grand enthousiasme. C'est une corvée au sens où on l'a retenu, le terme un peu péjoratif. Mais en même temps, on peut imaginer que pour d'autres, c'était tout à fait normal d'aider un voisin qui construisait une grange, et on avait besoin, d'aider la restauration du moulin, d'aider à la restauration d'une route ou à la construction, l'aménagement d'une route. Donc c'était tout à fait normal, ancré, et on a hérité de ça, on pourrait dire. Et quand il y a des grandes manifestations, quand il y a des drames comme celui de Lac-Mégantic, moi j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de ça qui se réveille chez nous au Québec, cette espèce de grande corvée, quand il y a eu le drame au Lac-Saint-Jean,
avec le déluge, bon, tous ces drames, eh bien, les gens spontanément se mobilisent, les communautés se mobilisent. Évidemment, les États donnent un coup de main, mais il y a quelque chose qui vient du plus profond de nous-mêmes, qui tend la main à ces gens qui sont dans le besoin. Deuxième forme, qui est un peu, qui se chevauche, mais qui se développe, c'est évidemment toute la question de la charité chrétienne. Pendant longtemps, l'idée même du bénévolat en soi était intimement liée à cette éthique chrétienne, à cette charité chrétienne. On sait le rôle immense qu'a joué l'Église, qu'ont joué les chrétiens, les mystiques même, dans la fondation de la Nouvelle-France. Il y avait beaucoup de laïcs là-dedans. Hein, on parle de Monseigneur Laval, on parle de Marie de l'Incarnation qui était une Ursuline, mais on pourrait parler de Chaumédé de Maisonneuve, qui a fondé Montréal, avec Jeanne Mance. Jeanne Mance qui a eu un rôle absolument fondamental, certains disent même que c'est une cofondatrice maintenant de Montréal, Madame de la Pelletrie aussi, beaucoup de femmes qui étaient des laïcs et qui ont décidé de donner, évidemment qui étaient guidés par cet esprit du XVIIe siècle de renouveau catholique. Mais au XIXe siècle, on assiste à aussi une grande vague de solidarité, de charité, très très forte, surtout après les rébellions de 1837-38, où on assiste au Québec à un réveil religieux qui serait long à expliquer, mais qui est tout de même clair. Et il y a cette idée que pour gagner son ciel, il faut aider les pauvres, les déshérités, les laisser pour compte. Et d'une certaine façon, les pauvres, dans une société, ce sont les envoyés de Dieu. Les pauvres sont le visage du Christ, mais à côté de nous. Et donc, on a un devoir, comme chrétiens, de leur tendre la main. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si on vous en a parlé dans vos familles. Moi, je me souviens que très petit, dans ma famille de Portneuf, on me disait que dans la maison de mon grand-père, de mes grands-parents, il y avait ce qu'on appelait le banc du quêteux. Alors, il fallait absolument que lorsque un itinérant, finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui un itinérant, se pointe chez nous, ben, on avait le devoir de l'accueillir. Alors, bon, ma grand-mère, paraît-il, éloignait les enfants, elle avait peur des poux. Elle l'accueillait, mais bon, elle avait toujours une méfiance. Alors, évidemment, tout ça se faisait un peu dans la contrainte, on ne voulait pas, c'était pas toujours, il ne faut pas l'idéaliser, il n'y avait pas toujours une main tendue très... mais il y avait en gros, quand même, cette idée du devoir, de l'engagement à l'égard du plus démuni, et le pauvre, donc, c'était le visage du Christ. Pour gagner son ciel, il fallait lui tendre la main. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, insistait toujours sur ce message-là. Mais plus on avance dans le 19e siècle, problème, en guillemets, c'est qu'il y en a de plus en plus de pauvres. Parce qu'on arrive à l'époque de la révolution industrielle, de l'urbanisation, avec une pauvreté qui est en progression, ce qu'on appelle la montée du paupérisme, donc de la pauvreté qui est beaucoup plus grande qu'avant, et les gens d'une certaine bourgeoisie qui sont préoccupés par cette question-là, qui vont voyager dans les villes qui s'industrialisent plus rapidement que Montréal et Québec, constatent le phénomène. Et d'ailleurs, il va y avoir bientôt des applications politiques à tout ça. Donc, cette montée du paupérisme va emmener une nouvelle vision du pauvre. Le pauvre, ce n'est pas seulement le visage du Christ. Le pauvre, c'est le paresseux. C'est-à-dire, c'est dans la perspective libérale, de plus en plus, on va associer la pauvreté à une faute morale. Le pauvre, c'est celui qui ne travaille pas assez, c'est quelqu'un qui est un peu paresseux, c'est celui qui est peut-être un peu fort sur la bouteille. Donc, une prolifération de sociétés de tempérance au 19e siècle, d'ailleurs, pour propager cette idée de sobriété. C'est très, très important à ce moment-là. Alors, donc, le pauvre, donc, n'est pas seulement le visage du Christ, il l'est un peu, mais il est aussi quelqu'un qui témoigne parfois de carences un peu morales. Et donc, il ne faut pas seulement l'aider, il faut le rééduquer. Il va se développer beaucoup cette idée de rééduquer le pauvre, d'éduquer le pauvre pour qu'il se prenne en main, pour qu'il soit un citoyen responsable. Et donc, vont naître dans ce contexte-là toutes sortes d'œuvres de bénévolat, de bienfaisance, qui visent non seulement à aider, mais à éduquer. Parce qu'il y a cette perspective. On n'en est pas encore, et ce sera le cas plus tard, à cette idée que la pauvreté peut être structurelle. Il y a pauvreté parce qu'il y a un système qui ne fonctionne pas. On n'en est pas encore rendu là au 19e siècle.
Donc on voit cette montée de la pauvreté et on dit, oui, c'est bien beau le visage du Christ, mais là, il y en a qui ne font pas leur part. Et donc on va les aider, on va créer des institutions pour les encadrer, les aider. Il y a un élan généreux, mais il y a aussi une volonté de recadrer ces gens qui sont sur le mauvais chemin. Alors, parmi ces organisations de cette époque de la charité chrétienne du 19e siècle, il y a donc toutes ces œuvres qui vont naître au 19e siècle, souvent d'ailleurs parrainées par ce qu'on appelle les dames. Merci Madame Pilote. C'est un plaisir de vous voir de toute façon. Alors, toutes ces œuvres... à chaque minute, Ah oui, ben, vous pouvez vous asseoir là. Alors, en 1846, la Société Saint-Jean, la Société Saint-Vincent de Paul, elle était concentrée, c'est pas grave, c'est bien, faites votre travail. La Société Saint-Vincent de Paul, donc un premier chapitre va naître à Montréal en 1846. Ça, c'est vraiment une œuvre masculine, souvent faite de bourgeois de Montréal. Mais vous avez toutes ces œuvres de dames de la charité qui s'occupent des sourds populaires, des personnes âgées, des orphelins, des infirmes, des filles mères. Donc ça pullule au 19e siècle dans le même esprit d'aider et, si possible, d'éduquer. On va aussi voir naître les mutuelles. Les mutuelles, donc ces organisations qui sont dans le fond des assurances, hein, on se met en commun pour prévoir les accidents et les problèmes. On pourrait dire donc que cette charité participe d'un univers libéral où le public et le privé sont bien distingués et où l'État ne s'occupe que des infrastructures et que de la justice, mais de la justice légale. On ne parle pas encore de justice sociale. Ces associations n'ont pas de visée politique. Il ne s'agit pas de transformer la société, il s'agit de gérer la pauvreté, gérer au mieux qu'on peut avec le cœur, mais aussi pour les éduquer. Un autre phénomène important dans l'histoire du Québec, que ce soit le coopératisme, qui va aussi susciter de belles vocations, beaucoup de bénévolat, beaucoup de dons désintéressés. C'est une forme de bénévolat qui va prendre forme au tournant du 20e siècle, qui est une forme d'entraide économique. La plus célèbre, évidemment, c'est le coopératif du mouvement Desjardins. Le mouvement Desjardins, là, la première caisse populaire, je vous le rappelle, c'est en 1900, à Lévis.